demande souvent qu'est-ce qu'on fait à l'université. Moi, en tant que professeur, je me demande souvent qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire que je me demande souvent qu'est-ce que je suis en train de faire. Quand on enseigne à l'UQAM, souvent on va répondre qu'on enseigne aux étudiants à développer une pensée critique. Et c'est vrai. Et puis, il y a toutes sortes d'autres réponses qu'on peut donner à cette question-là. Mais une réponse que je me donne souvent, c'est que en tant que professeur, c'est important d'ouvrir à un désir de penser. Il faut protéger le désir de penser des étudiants et des étudiantes. Et pour ouvrir à un désir de penser, il faut que les textes littéraires qui nous occupent soient pas des textes fermés. Et Dieu sait à quel point les textes, parfois les textes plus anciens ou les textes qui ont été énormément travaillés, sont pour nous des textes plus ou moins fermés parce que on a un savoir sur ces textes-là et on considère que ce savoir-là, il est plus ou moins acquis et plus ou moins, disons, immobilisé dans l'histoire de la pensée critique. Alors, il faut s'arranger pour que ces textes-là puissent être encore des textes ouverts. Et pour pouvoir ouvrir des textes qui sont pour nous qui se sont un peu refermés, disons, avec le temps, il faut parfois leur faire un petit peu violence, ou il faut en tout cas les faire bouger suffisamment pour qu'il y ait de nouvelles questions qui puissent se poser. Sinon, on n'est pas en train de penser quelque chose, on est juste en train de relayer un savoir déjà constitué. Évidemment, moi, c'est pas ça qui m'intéresse en tant que professeur. Alors, souvent, ce que je fais, mes étudiants savent que je travaille beaucoup de cette manière-là avec eux. Souvent, ce que je fais, c'est que j'ouvre. Et une fois que le texte est ouvert, souvent, je dis, si vous voulez me suivre, c'est par là. Mais ça implique un peu de modestie tout de même, parce que ça veut dire que l'objet ouvert, c'est pas un objet qu'on va maîtriser complètement. Au moment où on dit c'est par là, c'est parce que il y a encore quelque chose qui est à penser et donc qui repose pas nécessairement sur une pensée déjà faite. Vous connaissez la définition classique du pédagogue? C'est quoi un pédagogue? Anciennement, un pédagogue, c'était l'esclave qui conduit l'élève à l'école. Et donc, ce que ça sous-entend, c'est que le pédagogue, c'est pas celui qui sait, c'est celui qui marche avec. Et sans cette posture-là, je l'ai fait mienne avec le temps. Alors, dans les bons jours, je m'imagine comme un pédagogue, puis dans les mauvais jours, je m'imagine comme l'esclave. Mais disons que c'est un peu sans ma marche à suivre, si vous voulez. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer d'ouvrir quelque chose, justement. En vous parlant d'un texte qui est très connu, enfin, très connu, c'est quand même pas un best-seller non plus. C'est un texte de Freud qui s'intitule « Remarques sur la névrose de contrainte ». Qui est très connu dans l'histoire de la psychanalyse, c'est le texte sur l'homme au rat. Dans l'histoire de la psychanalyse, c'est un texte très, très connu et qui a été énormément travaillé, mais il ne l'est pas du tout pour nous en études littéraires. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un peu l'intérêt de tenir compte de ce texte-là en études littéraires et surtout lorsqu'on s'intéresse au rapport entre littérature et psychanalyse, parce que quand on regarde tous les ouvrages qui se sont faits autour de littérature et psychanalyse, ce texte-là n'apparaît absolument jamais. Et moi, ça m'étonne un peu pour avoir suffisamment travaillé ce texte-là et pour avoir repéré un certain nombre de choses. Alors, comme à mon habitude, je ne vais pas entrer dans ce texte-là par la grande porte. Ça, c'est un autre truc que je fais aussi souvent. J'entre pas forcément par la grande porte. En bon québécois, je passe souvent par la porte d'en arrière, comme à la campagne. Donc, je vais passer par la petite porte de derrière pour vous amener ensuite vers le texte que Freud a consacré au cas de l'homme au rat. Donc, je commence avec un autre texte de Freud, qui est un texte qui est pas tellement connu. En fait, c'est même pas un bon texte de Freud. C'est un texte assez mineur dans le corpus freudien et plutôt en marge. D'ailleurs, quand on le lit, on reconnaît pas tellement Freud.
Donc, c'est même pas un texte freudien, même s'il est de la plume de Freud. C'est pas un texte tellement freudien. En tout cas, bien sûr que Freud, il s'en sert, puis on finit par reconnaître Freud, mais ça reste un texte qui est un compte-rendu que Freud a fait d'un ouvrage qui s'intitule « L'éthique sexuelle » de Christian von Ehrenfels, qui, peut-être que vous ne connaissez pas von Ehrenfels, c'était le professeur de philosophie de Kafka. Du coup, Christian von Ehrenfels nous intéresse un peu plus. Voilà. Alors, Freud a écrit un compte-rendu de l'éthique sexuelle de Christian von Ehrenfels. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce texte-là, c'est un peu le contexte dans lequel il a été écrit. Donc, le texte de Freud sur le livre de von Ehrenfels s'intitule « La morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne ». Alors, c'est un texte que Freud a écrit en 1908, et il faut savoir qu'en 1908, Freud est principalement occupé justement par le camp de l'homme au rat. C'est un texte qui est contemporain de l'analyse de l'homme au rat. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'homme au rat, il faut savoir que l'homme au rat, c'est le texte que Freud a écrit, qui est le texte le plus poussé, le plus complexe aussi, concernant la névrose de contrainte, c'est-à-dire la névrose obsessionnelle. Et encore aujourd'hui, je veux dire, quand on pense la névrose obsessionnelle, en tout cas dans une optique freudienne, c'est inévitable qu'on relise l'homme au rat. Donc c'est encore le cas paradigmatique qui permet de continuer à penser la névrose obsessionnelle ou la névrose de contrainte. Donc, la fenêtre historique que j'ouvre ici va du 1er octobre 1907 à juin 1909, c'est-à-dire entre le moment où Ernst Lanzer, c'est l'homme au rat, c'est un type qui s'appelait Ernst Lanzer. Donc, entre le moment où Lanzer débute une analyse avec Freud et le moment où Freud publie les remarques sur un cas de névrose de contrainte, c'est-à-dire le récit clinique de l'homme au rat. Alors, le texte que j'évoquais tout à l'heure, la morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne, est donc contemporain de l'analyse de l'homme au rat, et c'est leur proximité historique qui m'apparaît intéressante, même si en apparence les deux textes ne semblent pas avoir de lien direct. Or, ce texte-là sur von Ehrenfels est, à ma connaissance, un des rares textes où Freud va avoir un commentaire sur la modernité, et en particulier l'art moderne et la littérature moderne qui, vous le savez peut-être, n'intéressait pas tellement Freud. Alors, dans ce texte-là, Freud écrit ceci, qui est un peu frappant et presque un peu perturbant, c'est-à-dire lorsqu'on s'intéresse à la littérature moderne, en tout cas. Freud écrit ceci. « La littérature moderne s'occupe pour l'essentiel des problèmes donnant le plus à penser. » On se dit, jusqu'ici, ça va plutôt bien, des problèmes qui donnent à penser. Mais après ça, ça se gâte. C'est-à-dire, donc, ces problèmes, ceux qui fouillent toutes les passions, promouvant la sensualité et la soif de jouissance, le mépris de tous les principes éthiques et de tous les idéaux. Elle présente à l'esprit du lecteur des figures pathologiques, des problèmes sexuels psychopathiques, et même des problèmes révolutionnaires. Voilà. Même les arts plastiques, continue Freud, se tournent avec prédilection vers ce qui est repoussant, ce qui est laid et ce qui agite, et ne craignent pas non plus de nous mettre devant les yeux sous une forme concrète repoussante ce que la réalité offre de plus horrible. Alors, quand on lit Freud ici, on se demande un peu qu'est-ce qui appartient à von Ehrenfels et qu'est-ce qui appartient vraiment à Freud, mais je pencherais plutôt pour, au fond, un certain dégoût de Freud vis-à-vis de la modernité qu'il qualifie de discordante. Alors pourquoi j'y vois un dégoût de Freud? C'est parce que ce que dit Freud ici s'apparente beaucoup à un autre dégoût qu'il a déjà exprimé quelques années auparavant,
lorsqu'il a débarqué à Paris en 1885 pour suivre l'enseignement de Charcot à la Salpêtrière. Alors, Freud arrive à Paris en 1885 et il écrit à Martha, qui va devenir sa femme peu de temps après. Et donc, en 1885, il écrit à Martha et il décrit la culture parisienne moderne dans des termes qui se rapprochent beaucoup de ce qu'il vient de dire à propos de la modernité. Donc, à propos de Paris et des Parisiens, Freud écrit ceci. « Cette ville et ses habitants n'ont vraiment rien qui me rassure. Les gens m'ont tout l'air d'appartenir à une toute autre espèce que nous. Je les crois tous possédés par 1000 démons. » C'est Charcot qui est pas loin. « Je crois qu'ils ignorent la pudeur et la peur. Les femmes comme les hommes se pressent autour des nudités comme autour des cadavres de la morgue ou des horribles affiches dans les rues annonçant un nouveau roman dans tel ou tel journal donne en même temps un échantillon de son contenu. » 1885. Autrement dit, on peut dire que ce qui semble se prolonger jusque dans le texte que je disais tout à l'heure, en 1908, c'est c'est le tableau morbide des impressions parisiennes de Freud qu'il continue de retrouver en 1908 dans le texte où il parle de la littérature moderne. Or, ce que Freud décrit en 1908 n'est pas quelque chose de neuf, c'est-à-dire les termes que Freud utilise sont pas neufs, et au fond, c'est pas si surprenant. C'est-à-dire que son dégoût pour la littérature et l'art moderne s'inscrit, je dirais, dans le sillage de tout un paradigme à la fois littéraire et artistique, où depuis longtemps, on associait et on condamnait la modernité à quelque chose qu'on appelait déjà avant Freud la névrose. Zola parle de la névrose du monde moderne, la névrose de la modernité, etc. Plus tard, Octave Mirbeau, que j'évoquais tout à l'heure, va littéralement saccager, au fond, sa vision de la modernité en disant, mais au fond, c'est une littérature de névrose, ou c'est une littérature de neurasthénique, pour reprendre le terme qui est aussi utilisé par Mirbeau. Donc, je veux dire par là qu'au fond, c'était dans l'air du temps de puiser dans l'idée qu'on se faisait de la névrose pour se donner une idée de la modernité, une idée plus ou moins crasse de la modernité, si vous voulez. C'était le cas aussi pour quelqu'un comme Maurice Rollinat, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est un poète très identifié à Baudelaire et qui a écrit un immense recueil de poésie qui s'appelle Les Névroses. C'est un recueil de poèmes. Et donc, on condamnait l'époque moderne en l'associant facilement à la névrose, qu'on décrivait comme le mal du siècle ou comme la déesse moderne. Voilà. Alors, ce qui est frappant dans ce que dit Freud lorsqu'il commente le livre de Christian von Ehrenfels, c'est qu'au moment où Freud semble écarter la modernité littéraire, il la met loin de lui. C'est-à-dire, au fond, c'est pas ça qui l'intéresse, lui. Il parle des œuvres discordantes de la modernité. Au même moment, il a avec lui le camp de Ernst Lanzer, l'homme au rat, qui lui l'intéresse tout particulièrement parce que ce cas-là va lui permettre d'aller très loin et enfin, ça va. Je vais pas faire une parenthèse sur tout ce que ce texte-là a permis à Freud de comprendre, mais c'est un texte qui a permis à Freud d'aller très loin. Or, l'homme au rat lui renvoie une parole, et je dirais un drame humain, c'est son drame à lui, qui est très proche de ce qui répugne à Freud dans la modernité littéraire. C'est-à-dire qu'au fond, on peut imaginer que dans l'homme au rat, le flot impudique des paroles que déverse l'homme au rat, l'espèce de scatologie absolument répugnante. Pierre-Henri Castel, hier, disait à quel point Freud, à un moment donné, s'est arrêté d'écrire tous les fantasmes scatologiques de l'homme au rat. Le flot impudique des paroles que déverse l'homme au rat, la mise à nu de la violence de l'homme au rat et de son discours et de ses fantasmes,
n'est pas loin de ce que Freud trouvait par ailleurs tout à fait abject et repoussant du côté des œuvres discordantes de la modernité. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans une lettre que Freud envoie à Jung le 30 juin 1909, c'est-à-dire tout de suite après avoir publié Le Camp de l'homme mourant, Freud décrit la névrose de Lanzer, c'est-à-dire la névrose obsessionnelle, comme une œuvre d'art. Il en parle comme d'une œuvre d'art de la nature psychique, qu'il se plaint lui-même de ne pas être capable d'écrire. Il se plaint à Jung de ne pas être capable de rendre compte de la névrose de l'homme mourant dans toute sa complexité, dans toute sa finesse, etc. Donc, au fond, il y a quelque chose d'un peu étonnant. D'un côté, il y a les œuvres discordantes de la modernité que Freud rejette tout à fait. Pour lui, la littérature, c'est pas ça. Mais d'un autre côté, il y a l'œuvre d'art, je dirais l'œuvre vivante, qui est la construction fine d'une névrose aussi élaborée et complexe que la névrose de Lanzer, qui est une œuvre qui présente au fond l'œuvre que devient la névrose de Lanzer, qui est une œuvre qui présente à Freud bien pire en termes de violence et d'abjection que les œuvres discordantes de la modernité. Donc évidemment, c'est le mot même d'œuvre d'art qu'il faudrait éventuellement interroger. Qu'est-ce que Freud entendait par œuvre d'art? Quand on y pense réellement, c'est pas si simple que ça. Mon hypothèse, c'est que le texte de Freud à propos du cas de Lanzer occupe une place un peu particulière dans les rapports que Freud entretient avec la modernité dont il parle. Pour le dire plus directement, je pense que Freud, en parlant de l'homme mourant, est aussi, d'une certaine manière, en train de faire une lecture de la modernité à travers son patient. Donc une modernité incarnée par Lanzer, non pas pour réduire l'homme mourant à une image de la modernité, mais pour peut-être le faire dialoguer avec la modernité en cours, ou la modernité qui est un peu derrière lui au fond, parce qu'on est en 1909, puis Zola, Mirbeau, etc., Huysmans, c'est déjà le siècle passé. Donc, c'est un peu comme si tout se passait, comme si à la place des œuvres discordantes de la modernité, Freud s'intéressait, lui, au cas de Lanzer. Or, Lanzer, lui, n'est pas seulement traversé par ce que Freud appelle ailleurs la nervosité moderne, mais il est aussi traversé par un certain nombre de textes littéraires auxquels il s'identifie, qui, eux, n'appartiennent certainement pas à ce que Freud appelle les œuvres discordantes de la modernité, puisqu'il s'agit de Shakespeare, Goethe ou Ibsen, qui sont, alors que l'homme mourant a lu, c'est l'homme mourant qui lui parle de ces textes-là, et qui sont pour Freud des maîtres absolument incontestés. C'est-à-dire Goethe, Shakespeare, pour Freud, c'est le sommet de la littérature universelle. Donc, lorsqu'on est attentif à ça, dans la lecture qu'on peut faire du cas de Lanzer, on s'aperçoit qu'il est très souvent question de littérature entre les deux hommes, entre Freud et Lanzer. Lanzer lui parle de Hermann Sudermann, qui est un auteur qu'on lit plus tellement aujourd'hui. Il a été bouleversé par la lecture d'un roman, très mauvais roman d'ailleurs, qui s'intitulait Le Souhait. Freud, de son côté, lui recommande de lire La joie de vivre de Zola. Il dit, tiens, lisez donc ça, qui est vraiment le roman du désespoir et de la fatalité absolue, c'est-à-dire survivre à la lecture de La joie de vivre, c'est déjà quelque chose. Donc Freud lui met ça entre les mains. Entre eux, il est aussi question de Poésie et vérité et du premier Faust de Goethe. Il est question de Hamlet et Jules César de Shakespeare. Le petit Eyolf d'Ibsen, les contes de Monte Cristo de Dumas, le joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm, et on pense aussi que le fameux fantasme sadique qui fonctionne un peu comme le noyau dur du fantasme dans l'homme au rat, c'est-à-dire le supplice des rats, a peut-être été inspiré par une lecture du Jardin des supplices de Mirbeau, qui est un roman que Freud détestait. Mais le plus étonnant, c'est le fait que Lanzer se perçoive lui-même à l'horizon de la plus grande littérature, c'est-à-dire Shakespeare, Goethe, etc. Comme si son drame à lui, je dirais son roman à lui, son mythe individuel, pour reprendre le terme de Lacan, devait trouver un écho
chez des auteurs qui sont très loin d'être des cas isolés. C'est Goethe quand même. C'est pas une aberration psychopathique. Là. C'est bon. Et donc, ces textes-là nous renvoient aussi très loin de l'image qu'on se fait, disons aujourd'hui encore, de l'obsessionnel, qu'on réduit souvent à la longue liste de ses obsessions. C'est-à-dire que si ce qu'on regarde chez l'obsessionnel, c'est uniquement la suite interminable de ses obsessions, ou la répétition infinie de ses obsessions, on ne comprend pas c'est quoi le drame humain ou le drame subjectif de l'obsessionnel. Donc, il faut pouvoir mesurer la position subjective que la névrose obsessionnelle implique et la logique de pensée qui caractérise la névrose obsessionnelle. Et c'est cette logique de pensée qui intéresse Freud aussi, avec le cas de Lemurrat. Alors évidemment, ce qui fait toute la force du regard de Freud sur le cas de Lanzer, c'est justement d'avoir su comprendre que le sujet ne se réduit pas à ses obsessions, mais que derrière les obsessions de Lemurrat, derrière un discours apparemment contradictoire et souvent discontinu, derrière un comportement par moments totalement énigmatique d'un point de vue extérieur, malgré tout ça, il se dessine une position subjective qui est pas loin de celle de Goethe dans Poésie et Vérité, dans un moment précis d'ailleurs de Poésie et Vérité, ou qui n'est pas loin de celle de Hamlet dans la pièce de Shakespeare. Alors, juste pour vous dire comment la référence à la littérature est constante lorsqu'il s'agit de Lemurrat dans l'histoire de la psychanalyse, au moment où Lacan, en 1953, reprend la lecture du cas de Lemurrat, c'est le tout début du séminaire, là. C'est le séminaire avant les écrits techniques de Freud, là. Donc vraiment au tout début, en 1953, Lacan va revenir à Poésie et Vérité de Goethe pour mettre Goethe en parallèle avec le cas de Lemurrat. D'ailleurs, je suspecte que la lecture de Goethe, dans un premier temps, détermine beaucoup le portrait que Lacan se fait de l'obsessionnel. Donc, si on veut comprendre comment Lacan se perçoit, se donne à lui-même un portrait de l'obsessionnel, il faut avoir lu Goethe pour bien comprendre ce que lui perçoit. Alors, plus tard, pour décrire la logique du drame obsessionnel, dans la suite du séminaire, Lacan va passer par Hamlet, encore une fois, mais il va aussi passer par Macbeth. Il va passer par Les Élixirs du diable de Hoffmann, qui est, vous savez, le roman que Freud renonce à analyser dans le texte sur l'inquiétante étrangeté. C'est le roman que Freud dit, lui, non, c'est trop de travail. Et puis, à un autre moment, en 1962, à la fin du séminaire 9, c'est-à-dire le séminaire sur l'identification, Lacan va mettre en parallèle Lemurrat d'une façon très fine, là, mais si on est attentif, on voit qu'il y a un parallèle qui joue pour lui. Il va mettre en parallèle le cas de Lemurrat avec Thomas l'Obscur de Blanchot. Il va lire un chapitre complet de Thomas l'Obscur à la fin de son séminaire, en ayant tout d'abord parlé de Lemurrat et en établissant un parallèle qui est un parallèle à penser, c'est-à-dire que c'est pas pensé chez Lacan, c'est pas analysé, mais le parallèle est là. Donc, alors c'est un parallèle qui est un peu étonnant, là, d'autant plus que ce qui est en jeu à ce moment-là sur le plan théorique, c'est toute la question de la structure de l'angoisse par rapport à la structure du fantasme, qui est la même pour Freud. Pour Freud, la structure du fantasme et la structure de l'angoisse, c'est la même structure. Mais je dis que c'est un parallèle étonnant parce que lorsqu'on parle de la question du fantasme, c'est assez rare qu'on pense à Blanchot. on va penser à d'autres écrivains, mais Blanchot sur le fantasme, il y a de quoi en tout cas aller relire Blanchot, ça c'est certain. Mais en tout cas, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose de significatif dans le fait que les écrivains dont on parle à partir du cas de Lanzer, ce soit justement Shakespeare, Goethe ou même Blanchot, c'est-à-dire des œuvres canoniques au fond, qui n'ont pas de lien historique entre elles, c'est-à-dire que de Goethe à Blanchot, sur le plan de l'histoire de la littérature, ça fait pas sens du tout. Donc c'est pas l'histoire de la littérature qui les réunit.
Mais le fait que ce soit ces textes-là en particulier qui sont convoqués donne l'impression qu'on est presque invité à situer la névrose de l'homme mourant, non pas dans les marges d'une exception pathologique, mais au fond au centre de l'histoire de la littérature, et en particulier en ce qui concerne l'histoire de la littérature qui touche à la question du désir, puisque au fond c'est ça qui va être la plupart du temps le fil conducteur. Autrement dit, la névrose obsessionnelle n'est pas seulement un fait clinique, mais elle a quelque chose à voir avec un fait beaucoup plus général que Pierre-Henri Castel a longuement examiné et déplié, et qui traverse un pan immense de la culture occidentale, ou en tout cas de la culture européenne. C'est-à-dire au fond quoi? Sinon, l'histoire des rapports entre le désir et l'angoisse, la tentation et le gouffre de la conscience que Freud pouvait très bien reconnaître à la fois du côté de la littérature et à la fois du côté du cas Lanzer. Avec d'ailleurs toutes sortes de questions périphériques liées par exemple à l'abîme de la culpabilité, hein, c'est le petit Eyolf d'Ibsen, ou la longue rumination du désir de vengeance, et c'est le Comte de Monte Cristo de Dumas, qu'on trouve également intercalé dans le texte de Freud à propos de Lanzer. C'est-à-dire qu'au fond, ces textes-là apparaissent non pas pour meubler la galerie, faire chic, puisque hein, je répète que c'est l'homme Horace qui amène ces lectures-là en analyse la plupart du temps. Et puis, donc, c'est pas uniquement des allusions non plus intertextuelles, ça va beaucoup plus loin que ça, et je pense qu'il faut dépasser même cette impression-là. Pour moi, le fait qu'ils apparaissent dans le texte de Freud implique qu'on les relise à la lumière de l'homme au rat, comme Lacan nous invite à relire Thomas l'Obscur à la lumière du cas de Lanzer. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, tout se passe comme si, pour Freud, l'homme au rat se trouvait à démontrer quelque chose qui irait, disons, au-delà de la scène première de la clinique elle-même. Alors, il y a autre chose qu'il faut que je souligne parce que ça va renforcer mon argument. Dans l'homme au rat, il y a des philosophes aussi qu'on rencontre. On rencontre les noms de Nietzsche et de Schopenhauer, alors que vous savez que Freud avait pour habitude de les laisser un peu à la porte. C'est très rare que Freud maintient le nom d'un philosophe dans un texte, mais il n'a pas le choix parce que c'est l'homme au rat qui lui parle de Nietzsche. Et c'est lui qui lui parle, entre autres, de la lecture qu'il a fait de Par-delà le bien et le mal en particulier. Plus tard, lorsque Lacan va s'intéresser à l'homme au rat, il va passer par Hegel pour parler du cas Lanzer, et surtout, il va passer par la dialectique du maître et de l'esclave, qui va souvent lui servir à illustrer, par exemple, le rapport de l'obsessionnel à la mort du père, ou le rapport de l'obsessionnel à l'attente de la mort du maître, hein, lorsqu'il dit que l'obsessionnel est toujours quelqu'un qui est en sursis. Alors que fait l'obsessionnel? Ben, il attend que le père meure enfin. Lorsque le père va mourir, Lacan dit ça à un moment donné, hein, c'est comme si l'obsessionnel se disait, lorsque le père va mourir, enfin tout va pouvoir commencer. Et le problème, c'est que le père est déjà mort. Vous voyez, donc on sort pas de cette logique-là. Bon, autrement dit, si on veut comprendre comment Lacan a composé un certain portrait de l'obsessionnel, il faut comprendre qu'il lui a fallu à un moment donné passer par Goethe, mais il lui a fallu aussi passer par Hegel. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'au moment où l'analyse avec Lanzer approchait de la fin, Freud a eu l'idée d'écrire l'histoire du cas sous un titre provisoire. C'est-à-dire qu'au départ, ça ne s'appelait pas « Remarques sur un cas de névrose de contrainte ». Freud avait l'intention d'intituler son texte sur Lanzer « Aphorisme sur la névrose de contrainte ». Mais aphorisme, c'est pas un mot freudien. Je veux dire, Freud n'a jamais écrit d'aphorisme, ça ne lui ressemble pas du tout, et c'est même au niveau du titre à lui seul, c'est très bizarre qu'il ait pensé intituler ça « Aphorisme ». Alors évidemment, ça nous renvoie à Nietzsche. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça et comment on peut interpréter ça? On peut se dire peut-être que Freud
envisageait plutôt des aphorismes parce qu'il redoutait de ne pas pouvoir rendre compte du cas de l'Omura autrement que sous une forme fragmentée, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à rendre compte de la complexité du cas de Lanzer, comme il s'en est plaint à Jung, mais au fond, ça ressemble pas tellement à Freud d'avoir imaginé une espèce de faux fuyant comme ça. Je pense plutôt que, et là c'est une pure hypothèse, alors quand je vous dis c'est par là, c'est une pure hypothèse de ma part, mais c'est un peu comme si, à mon avis, Freud avait eu la tentation de penser que l'histoire du cas de l'Omura devait intéresser la philosophie d'une manière ou d'une autre. Comme si l'Omura devait rencontrer la philosophie, ou plutôt, comme si la philosophie devait peut-être faire la rencontre de l'Omura. Devant la philosophie, c'est-à-dire devant l'histoire de la pensée, mais ici il s'agit de la pensée aux prises avec le problème de la morale, du devoir, de l'agir par exemple, Freud au fond invitait à faire la rencontre de l'Omura, qui lui évidemment démontrait les choses autrement avec des données différentes. Du coup, ça signifie que Lanzer ne rendait pas compte uniquement de la névrose de contrainte. Il n'est pas là uniquement pour éclairer la clinique, même si on sait que Freud écrivait un cas pour éclairer la clinique et surtout pour en montrer les zones d'ombre. Mais l'Omura a ceci de particulier qu'il rendait compte de la pensée elle-même. Je vais le dire comme ça, pour aller vite. C'est un peu comme si l'Omura rendait compte de ce que c'est que avoir une pensée ou avoir des pensées lorsqu'on est traversé et modifié par ces pensées. Alors par exemple, si vous n'avez pas lu le texte de Freud sur l'Omura, il s'agit pour lui de, par exemple, penser faire mal au père, qui est déjà mort. Penser qu'il lui arrive quelque chose de mal, penser à mal à propos de lui, dans la confusion entre la pensée et le fantasme, la pensée et la tentation, et l'horreur d'y avoir pensé. C'est-à-dire, si vous voulez, Lanzer a une représentation, il a une pensée, un fantasme qui lui vient par fragments de pensée, qui, à un moment donné, consiste à soumettre le père. Alors, la même pensée s'applique aussi à la femme dont il est amoureux et qui l'idéalise. Il s'agit de penser à voir le père soumis à un supplice sadique. Sauf que cette représentation mentale qui lui vient est aussi une représentation qui angoisse parce qu'elle contient un point de jouissance et qu'on se défend par rapport à cette jouissance-là. Alors, c'est sur le plan affectif, disons, c'est très... Le nouage des émotions, disons, qui sont liées à ces pensées-là est très complexe. Et donc, c'est autour de ce point de jouissance qui est aussi un point d'angoisse, parce qu'au fond, c'est le même point, que la pensée de Lanzer s'affole et qu'il fait jouer d'autres pensées qui sont de l'ordre de la sanction, de la contrainte ou ce qu'on appelle le commandement sidérant qui vous foudroie sur place. Et ça devient vite vertigineux parce que chez lui, la pensée continue d'agir. Freud décrit très très bien ça dans son texte. Il a une pensée qui l'affole. Il lui faut continuer de penser pour trouver une solution qui consisterait à réussir à n'y pas penser, alors même que continuer à penser entretient cette pensée, etc., etc. Alors, il y a comme ça dans l'Omura toute une dynamique, et je dirais même toute une rythmique de la pensée ou des pensées qui consiste à éviter de penser à quelque chose juste avant que cette pensée ne se produise. Donc c'est épuisant, vivre comme ça. Alors, le problème, évidemment, c'est que craindre de penser à quelque chose, c'est déjà y avoir pensé, et donc, au fond, il est foutu d'avance. C'est un peu comme si on pourrait l'expliquer comme ça, c'est un peu comme si... chez l'obsessionnel, la censure arrivait avec un coup, avec un temps de retard, disons. Alors, bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Omura illustre pas uniquement la division classique entre le conscient et l'inconscient. C'est certain que l'obsessionnel pose la question de l'inconscient à différents niveaux, notamment au niveau de l'agir obsessionnel. C'est Hamlet qui est là encore. Mais aussi, il pose la question de ce que c'est que d'être divisé sur sa propre conscience.
au fond, quand c'est la conscience elle-même qui est le lieu de la division subjective. C'est-à-dire plusieurs pensées contradictoires qui le mettent dans une position tout à fait... en fait, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus agir, il ne sait plus quoi, il n'arrive plus à décider, etc. Donc, pour l'homme au rang, la conscience elle-même est divisante parce qu'elle est discontinue, contradictoire, aporétique, répétitive et circonvolutionnante. Alors, c'est ce type de portrait de l'obsessionnel qui a fait dire à Lacan que la névrose obsessionnelle est au principe de la conscience. L'obsessionnel est celui qui ne peut pas s'empêcher d'être l'observateur anxieux de sa propre pensée. On retrouve ça, par exemple, chez un écrivain que je suis en train de lire actuellement, qui est John Cooper Powey. Vous avez déjà lu ça? Qui parle dans son autobiographie absolument extraordinaire des pensées sadiques qui ont hanté son enfance avec cette sorte de couleur obsessionnelle, c'est-à-dire des pensées qui se présentent entre la tentation de penser et l'horreur d'y avoir pensé, entre le vertige du désir et le vertige de l'abîme dans lequel la tentation le précipite. Il fallait que je fasse un nouage avec le titre du colloque. Voilà. Alors, je continue. Je dirais qu'à l'image d'Hamlet ou du personnage de Goethe, l'obsessionnel est un penseur. Il cogite, mais sa pensée est sans issue, contradictoire et paradoxale. Longue litanie d'antithèses, comme dit Goethe dans Les souffrances du jeune Werther, alors que le sujet s'épuise dans l'enchevêtrement d'une série de pensées contradictoires. Des pensées qui forcent la conscience, obligent à des choses impossibles, contraignent à imaginer le pire, jusqu'à ce que domine donc la crainte de la pensée elle-même. Donc, au fond, c'est un peu comme si, à partir de Lanzer, on pouvait se faire un portrait de l'obsessionnel, mais qui est vraiment nourri par plusieurs textes littéraires, et qui met en valeur l'idée de la pensée qui fait de l'angoisse de penser l'objet même de la pensée. Quand l'obsessionnel a ces eaux-là qui dit, je pense que c'est dans la Confession de Claude, il ne vit plus que pour la pensée qui le ronge. Alors là, je vais faire une parenthèse parce que je ne peux pas m'empêcher la pensée qui le ronge, l'homme au rat, la pensée qui le ronge. Quelques mots sur la figure du rat en littérature, qui est beaucoup plus qu'un thème ou une image comme ça, y compris dans l'histoire de Lanzer. Là, tout d'abord parce que chez Lanzer, c'est un signifiant au sens le plus sophistiqué et complexe du terme. Mais en littérature, si vous regardez comment fonctionne la plupart du temps la figure du rat, le rat est souvent synonyme de la conscience rongée. Il y a quelque chose qui rattache la figure du rat à l'image de la pensée qui ronge et qui circule en secret. Alors, un peu comme une idée qui est une idée fixe, mais qui n'est pas vraiment fixe, mais c'est l'idée fixe parce qu'elle revient tout le temps et qui court en coulisses, qui se glisse sous une forme abjecte et qu'on voudrait tuer, écraser, etc. Donc, au fond, dans plein de textes, ça ne marche pas à tous les coups, là. C'est pas une recette, mais dans plein de textes, et y compris dans le texte de Hermann Sudermann qui avait tellement impressionné l'homme au rat, à chaque fois qu'il y a un rat, il y a un personnage qui a quelque chose à se reprocher. À tous les coups, en tout cas dans ce texte-là. Donc au fond, c'est le signe de la mauvaise conscience, le rat. Donc, la figure du rat illustre, elle aussi, cette sorte d'angoisse de pensée qui se meut elle-même dans une sorte de passion déchirante pour l'idée qui obsède, l'idée qui circule, qui torture la conscience et qui revient sous la forme de ce qu'on appelle une idée fixe. Sur l'idée fixe, juste pour vous montrer comment, à partir du moment où on ouvre sur ces choses-là, il y a plein de textes littéraires qui se mettent en place. Sur l'idée fixe et la conscience obsessionnelle, vous irez lire, si vous réussissez à le trouver, parce que c'est pas un texte facile à trouver, le texte de Paul Valéry qui s'intitule L'idée fixe, qui est un texte paru en 1932, dans lequel Valéry se proposait de s'adresser aux médecins
Le livre est dédié à Henri Mondor, qui était médecin et historien de la littérature, et à tous les amis qu'il comptait. C'est comme ça que la dédicace est formulée, là, à tous les amis que je compte dans le cercle des médecins. Donc c'est un texte littéraire, c'est un dialogue fictionnel entre, au fond, deux obsessionnels, et qui vraiment vise à montrer à montrer comment fonctionne cette sorte de folie qui repose sur l'intense activité morbide d'une idée qui envenime tout le reste à mesure que l'idée se comporte moins comme un acte de pensée que comme un parasite. On retrouve la figure du rat. Et dans le cas de l'homme au rat, ce parasite, c'est par exemple l'idée qu'il a peut-être pensé à mal alors même qu'il idéalise le personnage de son père ou le personnage de la femme qu'il aime. Parce que l'idéalisation du père ou l'idéalisation de la femme qu'il vénère, au fond, est un écran qui masque toute la haine, tout le mépris qu'il ressent pour l'un et pour l'autre. Parce que l'homme au rat peut bien dire qu'il se dévoue d'amour pour l'un et pour l'autre, reste qu'il rêve de les passer au feu de sa jouissance. Alors, comment conclure? L'idée, c'est pas vraiment de conclure. Vous avez compris que j'essaie d'ouvrir quelque chose et vous partirez avec ça de votre côté. Mais mon hypothèse, si vous voulez, c'est que la question de la névrose obsessionnelle chez Freud est probablement beaucoup plus centrale qu'on le pense, y compris à l'intérieur même de l'œuvre de Freud. Aujourd'hui, lorsqu'on s'interroge sur les rapports entre littérature et psychanalyse, on passe plus souvent par des configurations théoriques qui s'inspirent. Alors, si on place les concepts théoriques de la psychanalyse en fonction des grandes structures en fonction desquelles la psychanalyse se repère, on va s'apercevoir qu'en littérature, en études littéraires, on va travailler au fond avec des notions, des citations de différents textes de Freud, de Lacan, qui très souvent empruntent soit à la question hystérique, soit à la psychose ou à la perversion. Mais on a tendance à ne pas voir que chez Freud, du moins, c'est la névrose obsessionnelle qui communique le plus, je pense, avec l'histoire de la littérature et qui est beaucoup plus englobante et beaucoup plus centrale que la perversion ou la psychose, en tout cas pour Freud. Donc, au fond, l'obsessionnel, c'est celui qu'on ne voit pas dans les rapports entre littérature et psychanalyse. Je sais pas, peut-être parce que l'obsessionnel apparaît moins sexy que l'hystérique, ou moins fascinant que le pervers, ou moins spectaculaire que le paranoïaque. Mais lorsqu'on lit l'homme au rat, on peut constater que le cas de Lanzer communique en fait avec un très grand nombre de textes littéraires qui ont généralement en commun le nouage entre la tentation et l'angoisse, l'éclatement de la conscience divisée sur elle-même, ou la figuration d'un sujet aux prises avec sa pensée. Freud s'en est aperçu à propos de l'homme au rat lorsqu'il fait intervenir Shakespeare, Goethe, Ibsen, Zola, Dumas dans ses conversations avec Lanzer, qui sont des lectures qu'il partage avec lui. Lacan s'en est aperçu lorsqu'il fait intervenir Goethe, Shakespeare, Hoffmann ou même Blanchot. Et d'une certaine manière, on peut continuer comme ça jusqu'à des œuvres qui ne manifestent pas forcément un drame obsessionnel au sens du mythe obsessionnel, mais des œuvres qui relèvent d'une écriture obsessionnelle proprement dite. Pensez aujourd'hui à l'œuvre de Sébastien Brebel, par exemple, où la logique obsessionnelle imprime un rythme et un style de pensée. Et je vais bientôt terminer, je parle d'une logique obsessionnelle volontairement pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de repartir d'un texte littéraire pour poser un diagnostic. Il ne s'agit pas de dire Hamlet, sujet obsessionnel. Vous savez comme moi que Hamlet a été diagnostiqué dans tous les sens possibles bien avant Freud. Mais il s'agit de dire qu'Hamlet démontre quelque chose. C'est d'ailleurs le terme que Lacan utilise à propos d'Hamlet. Il démontre quelque chose de par le sens de sa position subjective, de par le sens des divisions et des contradictions qui rendent cette position tout à fait caractéristique, de par son discours ou de par sa trajectoire. Quoi qu'il en soit, ce que je trouve tout à fait intéressant avec l'homme au rat, c'est qu'en ce qui concerne les rapports entre littérature et psychanalyse, le texte de Freud est vraiment à un carrefour dans l'histoire. D'un côté, Freud le rattache à la littérature qui précède, il le reconnaît à l'intérieur d'un paradigme qui remonte à Shakespeare, Goethe, c'est-à-dire le paradigme moderne. Mais d'un autre côté, ce que fait Freud,
l'analyse elle-même de l'homme mourant et le texte que Freud lui consacre, tout ça s'inscrit non pas seulement dans cette modernité, mais je dirais à l'intérieur du modernisme et de la littérature d'avant-garde que Freud prétendait ne pas aimer et repousser. Pour le dire autrement, comme je le dis souvent après Sarah Kaufmann, il faut distinguer ce que Freud dit et ce qu'il fait. Il faut distinguer le paradigme littéraire qui intéresse Freud et le paradigme littéraire dans lequel il s'inscrit lui-même en écrivant à propos de l'homme mourant et en faisant le récit de cette analyse. Alors c'est pour ça que j'accorde autant d'importance à la lettre qu'il envoie à Jung en 1909 lorsqu'il compare la névrose à une œuvre d'art. Et là, il s'agit d'une œuvre d'art qui s'inscrit dans une perspective qu'on pourrait dire moderniste et non pas moderne, parce que les rapports du sujet par rapport à son propre drame intérieur ne sont pas du tout exposés de la même manière. Je vous renverrai, par exemple, pour conclure là-dessus, aux travaux de Laurent Génie, qui, dans un ouvrage assez récent sur ce qu'il appelle la fin de l'intériorité, nous rappelle comment les avant-gardes littéraires, et Freud en fait partie d'une certaine manière, se caractérisent par une sortie, vous savez, de l'intériorité romantique, c'est-à-dire il y a un mouvement qui va de l'expression du sujet romantique aux prises avec une intériorité refermée sur elle-même, vers l'écriture et la figuration de la pensée elle-même, c'est-à-dire dans un passage au dehors de la pensée, dépliée à l'extérieur et qui marque, pour Laurent Génie, le moment, par exemple, le moment surréaliste. Mais la pensée dépliée au dehors, c'est aussi ce que fait l'analyse. Et à ce niveau-là, Freud participe de ce même mouvement qui consiste à montrer comment l'intériorité romantique peut être objectivée, c'est-à-dire analysable, en la faisant passer au dehors et en exposant sa dynamique, voire sa rythmique. Or, ce qui passe au dehors, c'est pas l'intériorité comme un espace continu, comme un lieu qui contiendrait la vraie personnalité du sujet, conçu comme une unité close, secrète et intériorisée. Ce qui passe au dehors, c'est le dépliement de la pensée elle-même dans toute sa vivacité et dans toute sa logique torturée. C'est la pensée aux prises avec un réel aussi, qui est le réel d'une extériorité qui divise le sujet, etc. Sauf qu'à partir de là, le paradigme littéraire qu'il faudrait convoquer, c'est pas seulement les œuvres de Hamlet ou Poésie et vérité, ce sont pas seulement les œuvres du 19e siècle français, parce que j'évoquais Zola ou Mirbeau, mais les œuvres qui vont venir après, et pas seulement les surréalistes auxquels pense Laurent Génie, mais j'irais jusqu'à, disons, Blanchot, si on veut suivre l'intuition de Lacan, voire Beckett ou Henri Thomas. Merci.